Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 11e série CDE Collier. Je m'appelle José Brambilla Macias, je travaille pour l'OCDE et j'ai la joie de co-modérer cette session. Alors avant d'aborder deux, trois points logistiques, nous allons avoir des présentations de 10 minutes chacune et ensuite nous prendrons des questions de notre public. Vous pouvez également poser les questions dans le chat. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Si nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui, nous ferons de notre mieux pour vous y répondre par la suite. Je vais avec ceci donner la parole à Jérémy qui va introduire pour le Collier. Merci beaucoup, José. Bonjour à tous qui participez à cette réunion partout où vous êtes dans le monde. Alors, au nom du Collier, j'aimerais dire à quel point nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 11e session de ces séries OCDE Collier sur l'industrie des fruits et légumes. L'idée de ces sessions est d'aborder un petit peu les dynamiques de marché dans l'industrie des fruits et légumes. Et donc pour aujourd'hui, nous allons comment dire, aborder un point très important, une des forces très importantes de ce secteur, les supermarchés qui sont très importants dans le façonnage des dynamiques et des politiques. Alors pour les producteurs, l'intégration dans ces marchés représente une opportunité et un défi. Alors, et ce que nous cherchons à faire, bien sûr, c'est de maximiser leur opportunité et de minimiser l'aspect défi, ou en tout cas leur permettre de surmonter ces défis du mieux possible. Et donc, ceci nécessite, bien entendu, que nous abordions la question avec tous les acteurs. Et il faut parler de compétitivité, il faut parler de durabilité, il faut parler d'inclusion. Bon, le progrès qui est fait sur ces objectifs communs, si nous voulions être réalistes, hein, euh, et bien sûr considérons la durée, nous dirons que il faut que pour tous les participants, pour toutes les parties prenantes, la chose soit viable. Voilà. Alors, quelques points concernant les différents acteurs. Alors bien sûr, il y a les gouvernements, il y a les autorités régionales. Nous pensons qu'elles jouent un rôle très important, bien entendu, dans la mise en place de l'architecture, on va dire, des politiques, l'encouragement des investissements à long terme, les partenariats de développement, les institutions financières notamment, qui sont très importants pour permettre comment dire, de faire le lien entre les politiques, on va dire, et le marché privé, aborder et prendre en compte le côté donc, logistique, le côté technique aussi, pour améliorer, euh, comment dire, améliorer la situation pour tous. Alors, bien sûr, il y a les distributeurs qui jouent un rôle très important dans cette transformation inclusive. Comment? Eh ben, en prenant en compte justement cette inclusion dans leur modèle, en prenant en compte le, le- le- le besoin de mettre en place des mécanismes de préfinancement, d'incitation pour des pratiques plus durables. Euh, les différents partenaires jouent tous un rôle très important. Le partage des données, les plateformes qui sont disponibles en ligne, les plateformes en ligne sont très importantes également. Et il faut aussi prendre en compte donc l'aspect consommateur, les outils que les consommateurs peuvent utiliser pour renforcer, on va dire, la notion de confiance. Voilà.
Et donc, il faut donc cette coordination entre tous, les partenaires, les autorités publiques, le secteur privé de manière générale, pour, renforcer, notre secteur, un secteur, qui peut devenir, plus juste, qui peut, être, comment dire? Plus compétitif et qui peut, permettre un accès, justifié, de la ferme, à l'assiette. Alors, ce qui est super de cette session aujourd'hui, c'est que nous avons un groupe très, divers, hein, de panélistes, de représentants donc, on va dire de tout notre marché. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'être avec nous, ce matin. J'aimerais, vous remercier, tous les participants, d'avoir pris le temps, d'être avec nous aujourd'hui et d'être avec nous, tout au long, hein, de ces séries. J'aimerais remercier, nos collègues à l'OCDE et surtout, José Brambilla, pour ce partenariat, durable. Voilà, et pour votre engagement. Donc avec ceci, je vous souhaite, une, session, qui soit, fort intéressante et un succès. N'hésitez pas, comme l'a dit José, à poser toutes les questions et n'hésitez pas également, à, continuer à nous suivre sur, la plateforme Agrimpont. Je vous rends la parole, José. Super, merci beaucoup, Jérémy. J'ai oublié de mentionner que nous avons des interprètes avec nous. Vous pouvez choisir d'écouter cette session en anglais ou en français. Alors, nous avons divisé notre webinaire en deux parties. Donc, nous aurons l'approche institutionnelle européenne, disons. Donc, nous commencerons avec l'OCDE et Freshfel. Puis, nous aurons le point de vue africain d'opérateurs de marché, donc du Kenya et du Ghana. Et donc, pour commencer, j'aimerais présenter donc ma collègue Céline. Nous travaillons tous les deux à l'OCDE. Je suis ravi d'avoir Céline avec nous. Elle est une de nos meilleures expertes. Elle est analyste des politiques, hein, au sein de l'OCDE et elle a contribué à l'élaboration du rapport de l'OCDE Making Better Policies for Food Systems, donc de meilleures politiques pour les systèmes alimentaires, hein. Euh, et elle travaille actuellement pour la division en charge du commerce des marchés agroalimentaires sur la remédiation des lacunes informationnelles concernant les systèmes alimentaires et sur les politiques qui visent à encourager les pratiques alimentaires plus saines. Céline, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est vous qui vous faites la présentation? Super. Parfait, parfait. Alors, si vous pouvez passer en plein écran. Oui, super. Alors, je suis Céline Génère et donc comme elle t'a dit, je suis analyste des politiques au sein de l'OCDE. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est introduire un certain nombre de sujets que l'OCDE couvre et qui sont certainement d'intérêt pour vous. Diapo suivante. Voilà, super. Alors, comme vous le savez peut-être, à l'OCDE, donc nous abordons un certain nombre de sujets, et notamment les systèmes alimentaires. Alors, que faisons-nous? Nous essayons de développer donc des données pour informer les gens sur ce qui se passe au niveau du monde. Nous essayons également de, comment dire, travailler sur l'influence, rassembler les décideurs politiques et les experts pour qu'ils échangent leurs idées. Et nous développons les normes et travaillons au soutien politique également. Diapo suivante. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre travail sur les systèmes alimentaires. Nous, comment dire, nous avons considéré ce sujet de trois manières différentes ou selon trois points de vue. Donc, la sécurité alimentaire, euh, le- la sécurité alimentaire et la nutrition étant un aspect, le moyen de subsistance étant un deuxième aspect, et la durabilité environnementale étant un troisième aspect. Voilà. Donc c'est très dense, bien sûr, tout n'est pas noir et blanc. Les systèmes alimentaires ont permis de faire, comment dire, beaucoup de choses positives, mais il y a aussi un certain nombre de points de faiblesse, disons. Et donc il faut trouver le bon équilibre, clairement. Euh, donc, avec ceci, passons à la diapo suivante.
Alors, qu'avons-nous ici? Vous avez un petit peu d'informations, concernant, les objectifs en termes d'alimentation saine pour tous. Donc, l'obésité est un problème dans les pays OCDE, mais dans tout le monde. Diapo suivante. Et donc ici, vous avez de l'information euh, sur les pressions importantes sur l'environnement. Diapo suivante. Alors, donc, ce qui est important à noter, c'est que il y a un besoin pour des meilleures politiques. Il n'y a pas de solution magique. C'est un sujet compliqué. euh, et donc, il faut prendre en considération les synergies et les compromis avec d'autres domaines politiques, disons. Voilà. Si on parle par exemple la prise en compte des différentes recommandations de l'OMS, notamment concernant les régimes alimentaires. Diapo suivante. Et j'aimerais maintenant parler un petit peu sur un certain nombre de travaux que nous avons menés sur les systèmes alimentaires. Et donc, vous voyez ici, on reprend donc les trois points de vue ou les trois défis. Donc, on travaille sur la durabilité environnementale. Donc ici, on travaille sur la mesure des impacts environnementaux des systèmes alimentaires, en particulier sur l'empreinte carbone. Euh, on travaille également sur les pertes, les gaspillages alimentaires. Et si on considère maintenant le défi de la sécurité alimentaire et de la nutrition, donc on travaille sur des politiques qui visent à encourager une alimentation plus saine, en particulier l'étiquetage alimentaire pour améliorer la santé. On travaille également sur des programmes d'aide alimentaire dans les pays de l'OCDE et donc sur les moyens de subsistance et d'inclusivité. On travaille sur la concentration des pouvoirs de marché dans la chaîne alimentaire et sur les questions de genre dans les systèmes alimentaires. Voilà, diapo suivante. Alors, comment faisons-nous tout ceci? Alors, nous travaillons avec les pays, donc nous avons un réseau d'experts, nous travaillons avec un certain nombre de politiques et d'acteurs du marché privé, et donc nous avons un groupe qui a travaillé sur l'élaboration de politiques simplifiées d'étiquetage nutritionnel des aliments. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre contact avec moi directement pour travailler, comment dire, pour avoir davantage d'informations. On a une réunion le 13 novembre d'ailleurs qui va considérer donc l'évaluation des stratégies de perte alimentaire. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Diapo suivante et encore. Alors, donc très rapidement, je voudrais aborder donc l'approche que nous avons pour encourager les choix alimentaires qui soient plus sains et plus durables. Alors, les gouvernements ont un certain nombre d'outils politiques et nous les divisons en quatre approches. Donc, la première approche concerne donc les interventions axées sur la demande. Euh, Ça peut être, pourquoi pas, des guides notamment, de bonnes pratiques. Ensuite, le deuxième volet concerne les collaborations publiques-privées. Ça peut être le développement d'étiquetage public-privé, aborder des questions, comment dire, liées aux produits directement. Ensuite, la troisième piste ou le troisième volet serait les réglementations plus strictes pour encourager des choix plus sains en termes d'alimentation. euh, et sur l'interdiction d'un certain nombre d'aliments. Et puis le quatrième volet, c'est les mesures fiscales. Donc ça peut être les subventions, mais également les taxes. Alors, diapo suivante. Et alors, nous travaillons également, et je vous invite à lire nos rapports sur les étiquetages nutritionnels. Donc, nous avons travaillé à simplifier cet étiquetage nutritionnel. Pourquoi? Parce que nous estimons que les approches
fragmentés dans les pays OCDE sont négatifs. Nous avons un certain nombre d'étiquetages développés par un certain nombre de gouvernements. Parfois, c'est en lien avec le marché privé, avec les industriels, heu donc concernant donc les aliments. Vous connaissez peut-être en Europe, il y a Nutri-Score. Dans d'autres, pays du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont, le système Health Star, donc l'étoile de santé. Hem Donc, dans d'autres pays, ils utilisent un petit peu un étiquetage qui s'approche un peu ou s'apparente à ce qui est fait sur les paquets de cigarettes. Voilà, et donc il y a un certain nombre d'approches et nous avons été très intéressés, par cette approche, on va dire, des politiques et comment dire? Le besoin d'engager les différentes parties prenantes et notamment la société civile pour développer des outils, des étiquettes clairement, systèmes d'étiquetage qui seront utilisés par les consommateurs. Diapo suivante. Alors, permettez-moi maintenant de parler un petit peu sur ce que nous faisons en termes de mesures et de communication, sur concernant les impacts environnementaux. Donc diapo suivante. Alors bon, on n'a pas suffisamment de temps, donc je n'irai pas en détail, de toutes ces diapos, mais je pense que c'est intéressant pour vous de vous les procurer et de les regarder plus en détail. Bon, comme vous le savez, les produits diffèrent fortement, en termes d'empreinte carbone, moyenne. Donc, vous avez certains qui ont, une empreinte très forte et certains, basses. Diapo suivante. Mais, nous voyons également il existe également des variations entre les producteurs. Diapo suivante. Encore. Et alors, nous avons identifié 3 leviers pour réduire l'empreinte carbone des systèmes alimentaires. Tout d'abord, passer donc que les personnes passent à des catégories, de produits, donc avec, des émissions plus basses. Pourquoi pas de passer à des producteurs, qui ont, comment dire? Un niveau d'émission, plus faible. Donc, si on prend, un producteur de lait, par exemple, bon, on prend le producteur de lait qui, a des émissions plus faibles et puis ensuite, pourquoi pas, le passage à des techniques, heu, à faible émission, donc l'amélioration, des techniques de production alimentaire. Diapo suivante. Oui, voilà, cliquez 3 fois, super, voilà. Et donc, encore une fois, oui, voilà, super. Et donc le troisième niveau serait donc, de réduire donc, l'aspect technique comme on l'a dit. Donc diapo suivante. Bon voilà, on fait un petit peu de pub, sur, notre travail, donc je vous invite à aller consulter nos rapports. Je crois que je vais peut-être passer, cette partie sur, les pertes et gaspillages alimentaires, si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Oui, ça aussi on va passer. Alors, ta 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 ta. Oui voilà. J'aimerais vous parler un petit peu de nos travaux concernant les comportements des consommateurs. Donc, en collaboration avec un certain nombre d'autres départements de l'OCDE, on a cherché à, comprendre un petit peu, le comportement des consommateurs. Alors, diapo suivante. Donc, nous avons entrepris donc, de mener, une enquête, et pas uniquement, sur, l'alimentaire, on a couvert d'autres, sujets. Notre enquête, nous l'avons menée dans 9 pays, 4 domaines ont été couverts et pas loin de 8 000 participants. Diapo suivante. Alors, nous avons essayé de faire un profilage des ménages en matière, de comportement ou d'habitudes alimentaires. Et donc, on a, utilisé 3 classes, principales, ou 3 types de ménages, donc, on a, un type de ménage qui est sensible au prix, donc leurs choix alimentaires sont principalement dictés par les prix, donc, ils ont une faible consommation de viande et en général, les produits perçus comme responsables ne sont que, occasionnels, on va dire. Oui?
heu et du fait de, leur faible consommation de viande, leur, régime est assez équilibré. Ensuite, on a un deuxième type de ménage, c'est les acheteurs fréquents de viande. Donc bien sûr, ils ont une consommation élevée de viande. Hem, Souvent, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tout à fait au courant donc, de l'aspect, environnement durable, changement climatique et ils mangent beaucoup de viande, voilà et ça peut être aussi, culturel, hein, c'est vrai. Et ensuite, on a, 3e type qui sont soucieux de l'environnement, voilà, et eux donc sont, très sensibles donc à ces questions de changement climatique notamment. Ce sont souvent des personnes qui, sont, comment dire? Qui ont un niveau de formation, plus élevé. Ils ont souvent un niveau de consommation de viande relativement élevé et eux achètent, régulièrement des produits perçus comme responsables. Alors, leur régime n'est pourtant, pas aussi équilibré qu'on pourrait le penser et c'est vrai que du coup ça pousse, à la réflexion. Comment est-ce qu'on peut, pousser à, ce régime plus équilibré? Diapo suivante. Et encore. Alors, encore, voilà. Donc, récemment, nous avons, travaillé sur la simplification des systèmes d'étiquetage environnementaux, et donc nous avons considéré un petit peu ce qui se faisait dans les différents pays et nous nous apercevons que de plus en plus d'étiquettes existent concernant, l'impact environnemental, des produits. C'est assez nouveau, c'est vrai, mais nous nous apercevons que, la plupart, essayent de couvrir, on va dire, le plus possible, d'impacts environnementaux et c'est vrai que souvent il y a, des choix à faire. Diapo suivante. Alors, comment, ces étiquettes peuvent-ils être simplifiées pour influencer les choix alimentaires des consommateurs? Alors, bah, déjà, on pourrait, du côté de la demande, hein, influencer, le choix alimentaire en apportant plus d'éclairage. Ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte, que, les producteurs soient incités à, utiliser une approche, de production, plus respectueuse de l'environnement. C'est pas facile à faire, hein, c'est vrai et nous sommes en train de développer des approches, au sein de l'OCDE, pour mesurer, heu, l'empreinte carbone réelle des produits alimentaires. On a, développé, comment dire? Des guides ou des informations, pour les décideurs politiques, hein. Pour, comment dire? Qu'ils puissent étayer, on va dire, les messages, qui sont, véhiculés. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une approche, qui soit plus ou moins la même dans tous les pays. Hem et nous, souhaitons organiser de plus en plus d'études et d'essais, pour pouvoir étayer davantage, pour que le message soit plus, percutant. Nous, nous essayons d'encourager les expériences visant à étudier, donc comment les consommateurs comprennent, utilisent ces labels, heu, entre autres. Alors diapo suivante. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus sur notre travail, hein, au sein de l'OCDE, sur le comportement, des consommateurs, mais pas uniquement, n'hésitez pas à, me contacter, je serai ravi, de partager l'information. Alors, je sais que vous voulez, parler du rôle des distributeurs. Ce que nous avons trouvé, au travers de nos études, les distributeurs sont quelque part un catalyste dans, les pays développés. Et si on considère par exemple, heu les étiquetages simplifiés, les distributeurs étaient, comment dire? Pionniers ou vraiment, locomotives, hein, pour le changement. Donc c'est très intéressant, de prendre en compte cette approche. Donc non seulement, ils distribuent la nourriture, les aliments, mais ils essayent d'inciter les producteurs à changer. Merci beaucoup. Merci Céline, présentation fort intéressante en effet.
Donc comme Céline l'a dit, vous pouvez la contacter. Nous allons bien entendu partager la présentation, suivant, ce webinaire et vous pouvez bien sûr prendre contact directement avec Céline. Alors, nous passons maintenant à notre deuxième présentation, heu, Sarah Breitbourg qui représente, Freshfel, hein. Alors, pardon, Sarah comme je le disais, est conseillère en politique commerciale, hein, au sein de Freshfel. Elle se concentre principalement sur les questions d'accès au marché, les exigences à l'importation et les aspects logistiques. Parallèlement, elle suit également les négociations des accords de libre-échange, les développements, à l'OMC et les échanges au sein du marché unique. Avant de rejoindre Freshfen, elle a effectué un stage Blue Book à la DG Commerce, hein, de la Commission européenne. Elle a étudié, l'économie européenne au Collège, d'Europe à Bruges et est titulaire d'un double diplôme en gestion et administration des affaires à l'EDEC Business School et l'Université d'Alberta. Vous avez la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce panel sur un thème ô combien important pour le domaine des fruits et des légumes frais. Je vais essayer de vous parler ce matin des nouvelles tendances sur le marché des fruits et légumes, en particulier le rôle des supermarchés et des grandes plateformes de revente et la manière dont ils ont un impact sur les prix. En guise d'introduction, pour ceux qui ne nous connaissaient peut-être pas, FreshFed représente les produits frais, qu'ils soient fruits ou légumes, au niveau européen. Nous, sommes une association avec une représentation verticale dans le sens où nous avons, aussi bien, des producteurs que des détaillants. Nous formons une plateforme, qui permet à tous les acteurs, du secteur de faire du plaidoyer et aussi respecter les recommandations, des organisations de la santé, faire en sorte que la consommation de fruits et de légumes frais soit accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, le secteur fruits et légumes frais représente, une production de 75 millions de tonnes. La grande majorité de ces fruits et légumes sont consommés, localement. Une petite proportion sera importée vers des pays tiers. Mais de manière aussi, très importante, il y a une exportation de l'Europe de 16 millions de tonnes pour un marché, de 450 millions de consommateurs. Ces importations augmentent de manière croissante, 3 d'une année sur l'autre, donc aussi bien en volume qu'en valeur et l'année dernière, ça représentait 20,23 milliards d'euros. Évidemment, les commerces sont très importants pour sécuriser un assortiment diversifié tout au long de l'année, mais il faut que des règles claires soient mises en place pour tous. Dans les pays ACP, 2,5 millions de tonnes de produits fruits et légumes ont été importés. Ça représente 15% des importations. Et finalement, ça représente un volume relativement faible. Mais ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est que ces fruits et légumes frais font l'objet de sont beaucoup scrutés, si vous voulez, au plan sociétal et législatif. Et je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de confiance entre les partenaires pour que les choses se passent bien. C'est d'autant plus important quand on pense que 80% des fruits et légumes importés sont vendus dans des supermarchés dans l'Union européenne. D'où la pertinence de règles d'accès au marché de l'importation, mais aussi de la prise en compte des exigences et des demandes des clients. Les clients sont inquiets par l'utilisation des pesticides, sont préoccupés par la saisonnalité des fruits et légumes notamment. Ceci étant, il est aussi très important de souligner que aussi bien les exigences des consommateurs que les règles sont en train de changer parce que le monde change. Nous avons une responsabilité double, si vous voulez.
qui est divisé en 2 responsabilités. D'abord, nous avons la responsabilité d'une production saine et sûre, également. Donc il faut que les produits soient sûrs d'un point de vue, santé, des plantes, ce qu'on appelle la plant health, et doivent respecter les règles de production de l'Union européenne. Sinon, donc, ils ne peuvent pas être importés, ces produits. Mais les produits importés doivent être sûrs aussi d'un point de vue sécurité alimentaire. Sinon, les consommateurs ne vont pas pouvoir faire confiance à ces produits. Donc ça, c'est notre première responsabilité. Et l'autre responsabilité, c'est répondre aux demandes des consommateurs, des clients. Des clients qui veulent avoir des produits disponibles toute l'année, tout en ayant évidemment des produits qui aient une bonne qualité environnementale, respectant les critères sociétaux et économiques. Donc c'est un double défi, si vous voulez. On sait que le changement climatique a déjà un impact très important sur la production, sur les conditions de culture, les différents nuisibles, et cetera. Il y a en plus des changements géopolitiques et ceci se traduit par une modification, de la réglementation. On sait que les décideurs veulent accélérer, les réglementations en matière de neutralité carbone. Notamment, vous avez la PPWR qui porte sur la déforestation. Donc il y a à la fois plus, de, réglementation, pour une neutralité carbone, mais en même temps la volonté d'une simplification pour l'entrée sur les marchés. Donc, tout cela crée évidemment un manque de clarté parce que ce sont des défis qui s'opposent. Disant cela, il faut remettre tout sur la table pour rediscuter en se concentrant sur le pilier durabilité et sur le pilier environnementale. On a, je pense, aussi la possibilité de créer de la valeur ajoutée et des incitations pour les producteurs, à condition donc qu'ils jouent le jeu. Quand on regarde les défis concrets qui émergent dans ce secteur, nous voyons qu'il s'agit de s'adapter à différents éléments. Le premier, Heu, il y a des politiques, qui sont cohérentes ou incohérentes. Il y a souvent aussi des chevauchements des exigences. On se rend compte aussi qu'il y a plusieurs approches par les différents acteurs. Les entreprises parmi lesquelles on peut compter les supermarchés, les ONG n'ont pas les mêmes approches, les établissements de certification non plus. On a des demandes de certification qui sont croissantes et de plus en plus, rigoureuses. On sait que les supermarchés, s'appuient sur les certifications des ONG et parfois non. À l'heure qu'il est, nous observons à la fois une approche descendante de la réglementation et une approche remontante, ascendante si vous voulez, des clients des supermarchés. Donc il faut essayer de trouver un compromis entre les 2. Au milieu, au final, se retrouvent les producteurs de fruits et légumes. Toutes ces réglementations dont on parle, ça crée quoi? Ça crée un énorme fardeau administratif, et beaucoup de demandes de suivi, ce qui est particulièrement ennuyeux quand on sait que les fruits et légumes ont, une durée de vie relativement courte, donc remplir la paperasse en quelque sorte, est contre-productif. On voit aussi qu'il y a une augmentation des coûts d'un côté, mais il y a aussi certains coûts qui sont, heu, capés. C'est-à-dire qu'il y a, des seuils de coûts, notamment sur les bananes, par exemple. Ça existe, souvent comme étant une accroche des supermarchés. Les supermarchés font venir les clients, en, en mettant des prix, bloqués et ça finalement, nourrit aussi la perception des clients que les fruits et légumes sont des produits chers. Nous, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que nous avons déjà des petites marges, mais on voit que, les clients sont extrêmement sensibles, parce qu'il y a une augmentation de l'inflation, donc ils sont très sensibles à, toutes les augmentations de prix sur les fruits et légumes. On sait qu'en Europe, les fruits et légumes ne sont pas assez chers au fond, au bout du compte.
Et donc, à ce stade, il semblerait que les fruits et légumes frais sont tiraillés entre la dynamique du marché de l'Union européenne, les réglementations, les demandes des supermarchés. Ça crée des tensions, des difficultés pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Étant entendu que tout le monde veut des fruits et légumes frais, de qualité. Et les demandes des clients et les pressions des supermarchés, viennent parfois se mettre, heu, à l'encontre de cela. Je pense qu'il faut du partage d'informations, plus de transparence pour renforcer une image positive. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble des éléments que vous voyez sur la diapositive, mais clairement, donc le partage d'informations entre les acteurs me semble fondamental. Il faut créer de la confiance, heu, entre les producteurs d'un côté et les clients de l'autre. Nous devons trouver un moyen de satisfaire toutes les parties pour renforcer une image positive des fruits et légumes, quelque chose que les organes réglementaires pourraient, heu valoriser aussi. Il faut répondre aux défis du changement climatique avec la bonne trousse à outils, mais sans laisser de côté non plus les conditions dans les conditions de marché, les conditions de travail, justes, tout ce qui a trait autour du commerce équitable, par exemple. Il faut s'adapter aux attentes, sociétales et puis pour ce qui est de, l'innovation, du reporting, mais aussi de la conformité réglementaire, je pense qu'il est important qu'il y ait des discussions entre les différents acteurs du marché à tous les niveaux, de la chaîne d'approvisionnement. Il faut aussi voir que tout le monde comprenne bien quels sont les besoins. Donc pour conclure ma présentation, j'aurais tendance à dire que la meilleure manière d'avancer, c'est d'augmenter la coopération entre les différents acteurs afin d'avoir de bonnes pratiques, commerciales, mais aussi de bonnes conditions de production, de manière à ce que la production et de manière à ce que les clients puissent aussi bénéficier, d'un régime alimentaire contenant plus de fruits et légumes de qualité, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation et maintenant, nous allons avoir la perspective africaine. Je vais donner la parole à Nedba Bouya. Elle est la fondatrice et directrice de Jibwa Farm Export Limited au Kenya, spécialisée dans la production, le traitement et l'exportation de fruits et légumes frais, mais aussi d'herbes aromatiques. Donc, elle va nous donner, le point de vue d'une petite entreprise qui alimente aussi bien le marché local qu'international. Elle est passionnée par l'innovation, l'empowerment des femmes. Elle est aussi, évidemment très intéressée par toutes les questions autour du respect réglementaire. Elle veut faire en sorte qu'il y ait, une juste reconnaissance des petits producteurs. Lynn, merci beaucoup. Vous avez la parole. Bonjour à vous tous, je m'appelle Linette. Je représente effectivement le point de vue africain, en particulier celui du Kenya. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut afficher la diapositive suivante? Merci beaucoup. Shihua Farm Limited est une entreprise agroalimentaire kenyane spécialisée dans la production et l'exportation de produits, fruits et légumes premium et de qualité. Nous, faisons pousser essentiellement des, légumes asiatiques, mais aussi des haricots, de la canne à sucre, des butternuts, des oignons. Nous sommes très engagés en faveur, de produits sûrs, frais, durables, de manière à répondre aux normes internationales. Pendant, la crise du, covid, nous, avons, continué, de fonctionner
et nous avons pu notamment alimenter le marché local. Depuis, le marché, notre entreprise, se développe à un rythme régulier et nous développons en particulier l'exportation. En 2023, nous avons pu, nous financer et nous nous sommes aussi renseignés sur la manière, dont, fonctionnent, les différents marchés, internationaux et donc c'est un plaisir aujourd'hui, de pouvoir, présenter devant les collègues du Coléad. La diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons donc commencé en tant que, producteurs à petite échelle de produits, bio et on servait essentiellement les marchés et les détaillants locaux. Nous nous sommes, concentrés sur la qualité, sur, une production, soutenable, ce qui nous a aidés à acquérir, la confiance des, détaillants et des marchés locaux. En 2021, nous avons participé à une foire exposition, du secteur à Nairobi où nous avons, rencontré des acquéreurs internationaux qui étaient intéressés par les super aliments kényans. C'est le moment où nous sommes rendus compte qu'il y avait un potentiel international. Aujourd'hui, nous exportons vers des clients en Grande-Bretagne et nous avons une empreinte internationale de plus en plus grande. Nous voulons, pénétrer sur d'autres marchés, européens. Nous avons investi dans notre certification à l'exportation, améliorer notre packaging et notre travail sur la qualité, la sécurité alimentaire et la fiabilité nous permet d'établir des relations durables avec nos, clients. Aujourd'hui, nous commençons à travailler avec la Norvège et la Suisse et donc ce sont des développements que j'estime extrêmement favorables. Nous, travaillons avec, le marché, britannique et les supermarchés, britanniques, et je peux dire que cette expérience a transformé la manière dont nous fonctionnons dans notre entreprise. En effet, les acheteurs, demandent, beaucoup, en termes de qualité, de traçabilité, de cohérence de production et cela a nécessité de notre part d'adopter des pratiques opérationnelles beaucoup plus, élaborées, si vous voulez, pour répondre à ces standards. En termes de coûts, le respect réglementaire des certifications nécessite la mise en œuvre de mesures, de sécurité et d'hygiène strictes. Pour cela, nous avons dû investir dans des méthodes de gestion de l'exploitation, dans la formation du personnel et dans les infrastructures. Mais ces investissements sont essentiels afin de maintenir l'accès à des marchés locaux et internationaux qui sont lucratifs pour nous. Les stratégies de tarification ont aussi été impactées puisque les produits doivent répondre à des normes donc plus élevées, mais ça se traduit aussi par de meilleurs prix pour nous et ça permet donc à notre entreprise d'augmenter ses marges et sa rentabilité. Concernant les emballages, nous avons connu une transformation significative, parce que pour répondre aux exigences des détaillants et augmenter, la durée de vie des produits qui sont exportés, nous avons investi dans des solutions d'emballage innovantes qui protègent bien et qui sont durables. Les options préemballées, avec notre marque sont une nécessité pour répondre aux attentes des clients et aux spécifications des détaillants. De manière, générale, on sait que l'emballage, c'est ce qui va attirer le client et donc on a, fait un nouveau, branding de notre emballage, pour, vraiment répondre à cette, demande. Parce que, les produits, nos produits, fruits et légumes, lorsqu'ils arrivent, sur les rayons, du supermarché, ils sont ainsi plus, visibles. Heu, nous, avons augmenté nos normes opérationnelles, nous sommes devenus plus efficients, nous avons adopté les bonnes pratiques en matière de production, d'emballage et de logistique. Ces améliorations nous ont permis, non seulement de répondre aux exigences des acheteurs, mais aussi de renforcer notre compétitivité sur les marchés locaux et internationaux. Évidemment, nous, avons des défis, comme,
toutes les entreprises. En effet, nous avons connu une belle croissance, nous avons une certaine réussite, mais au plan opérationnel, nous avons notamment à tenir compte du coût élevé de, la réglementation. Les certifications, les mesures de contrôle qualité, la mise à niveau de nos solutions d'emballage nécessite un investissement continu, ce qui a drainé nos ressources financières, étant entendu que nous sommes, une entreprise à, petite échelle. Sur le marché européen, il y a beaucoup de réglementations que l'on doit respecter. Il faut beaucoup de certifications pour pouvoir, être présent sur, ces marchés et évidemment, pour une petite entreprise, ce n'est pas, simple de se conformer à cela. Il y a aussi une pression sur les prix exercée par, les grands acheteurs. Très souvent, ces grands acheteurs vont négocier, vont vouloir des prix plus bas et nous, ça a un impact sur, nos marges. Il faut donc trouver le juste équilibre entre la gestion des coûts et le maintien d'un bon niveau de, qualité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, évidemment à faire et ça peut devenir, un véritable casse-tête que de répondre aux exigences des acheteurs. Mais évidemment, du moment que vous avez un produit de, qualité, que vous le produisez de manière, systématique si vous voulez, vous pouvez, trouver une solution, un équilibre entre qualité et marge. En matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement, les défis là aussi ne manquent pas. Il faut, conserver, la chaîne du froid de manière fiable, faire en sorte que les livraisons se fassent dans les délais. Il faut réduire aussi les pertes, post à récolte et pour cela, il faut un monitoring permanent, il faut investir dans la technologie et une bonne coordination avec les partenaires de transport. Par rapport à l'Ouganda et la Tanzanie, par exemple, les coûts, sont élevés au Kenya, et ceci évidemment, doit être, pris en compte dans l'équation. Le coût du fret, est vraiment pas, négligeable. Et si bien qu'on est en train de se demander si on n'ouvre pas notre propre entreprise de logistique pour être moins, dépendant, de ces, transporteurs, et éviter un agent, supplémentaire, si vous voulez. Donc on veut, s'assurer que l'on a un transport, à un coût, juste. Et de la même manière, on pourrait aussi proposer des tarifs qui pourraient être intéressants pour le marché local. Donc ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est écrit ici au point 2, à savoir qu'on a un accès, limité à, des transporteurs fiables. L'expédition coûte cher et on veut se prémunir autant que possible de l'endommagement de nos fruits et légumes, mais aussi des retards, au moment du transit entre un pays et un autre. C'est quelque chose, sur lequel, quelque chose sur le quoi on doit travailler. Ce sont des défis vraiment de nature stratégique très stratégique. Donc, encore une fois, de l'exploitation, au, transport, et à ce que nos produits arrivent à destination, il y a, un grand nombre de défis et c'est la raison pour laquelle nous pensons que, heu heu, nous devons nous positionner en faveur, d'une croissance, durable et d'un marché, plus, solide. Heu, Pardon, dit la conférencière. Il semblerait que la conférencière ait des difficultés à poursuivre. Il semblerait que notre conférencière
est une difficulté que son micro soit coupé. Est-ce que vous êtes là? On lui laisse un instant. Ah, pardon, pardon, j'ai été déconnectée. Très bien, enfin, en tout cas, très bien, nous sommes heureux que vous soyez de retour, Linette. Oui, encore une fois, il faut que l'on prenne en compte ces défis de manière, stratégique, pour, comme je le disais avant d'être interrompue, une croissance durable, une présence plus forte sur le marché, une réussite à long terme, aussi bien au niveau local qu'international. Nous avons aussi, augmenter nos investissements en énergie renouvelable, dans des systèmes d'irrigation. Nous avons diversifié nos destinations d'exportation, mis à niveau notre stockage au froid et renforcé nos partenariats avec les acheteurs. Nous, avons aussi investi dans des technologies, dans l'automatisation afin d'avoir des systèmes de gestion, de meilleure qualité, un meilleur, tracking de la qualité. Et nous voulons aussi aller plus loin en termes de présence sur les marchés. Donc on veut explorer davantage le marché, kényan, mais aussi les marchés internationaux, pardon, en diversifiant la base de clientèle, en renforçant nos relations avec les partenaires d'exportation existants. Donc les partenaires britanniques, mais on veut aussi, travailler, aujourd'hui on expédie en Suisse, en Norvège, on a des demandes des Pays-Bas et de Pologne et nous espérons pouvoir aussi servir demain l'Allemagne et l'Italie, parmi les partenaires internationaux. Nous voulons aussi améliorer, notre offre à valeur ajoutée, développer, des produits pré-emballés pour répondre aux préférences, des consommateurs et les segments de marché premium. Nous maintenons, des, normes de qualité et de respect réglementaire élevées avec une formation, de notre personnel et des, améliorations de nos certifications. Nous optimisons aussi la logistique, la chaîne du froid, qui sont indispensables pour préserver la fraîcheur et réduire les pertes post-récolte. Investissement dans le transport réfrigéré, meilleure planification des livraisons. Finalement, notre entreprise continuera de prioriser la durabilité et l'innovation, adoptera des pratiques agricoles éco-durables, explorera de nouvelles techniques pour améliorer l'efficience et rester à la pointe en matière de, tendance, consommateur. En mettant en œuvre ces étapes stratégiques, l'entreprise se positionne pour la réussite à long terme sur le marché local, mais aussi international. Notre, vision et nos, valeurs. La vision, c'est être un exportateur de premier plan de produits de grande qualité, kényans, promouvoir des pratiques agricoles durables et responsabiliser les agriculteurs locaux en leur permettant d'accéder au marché international. Nos valeurs, c'est l'engagement en faveur de la qualité de la fraîcheur, pratiques agricoles durables, intégrité, transparence, partenariat et responsabilité de la communauté. Pour plus d'informations, vous pouvez nous, contacter. Vous avez ici nos coordonnées de contact. Hem, nous avons donc, aussi bien l'aspect, production que logistique. Merci beaucoup Linette pour, la présentation. Nous allons maintenant aller au Ghana. Nous allons parler à Eugenia Boafo, à PHW Fresh Project, producteur de, produits, secs. Cela fait 5 ans qu'elle travaille, à cette entreprise. Elle a, Eugenia Boafo, un diplôme, un master en matière, de connaissance, du marché. Elle a travaillé à l'HACCP et à l'ASO. Eugenia, vous avez la parole. Merci. Merci de me donner la possibilité de participer à cette séance très importante. Donc, je travaille à HPW Ghana, qui est le plus grand producteur de fruits secs en Afrique de l'Ouest. Je suis un peu enrhumée, donc c'est la raison pour laquelle
je suis un peu couverte pour me permettre de répondre à, et faire cette présentation. Alors, nous répondons, aux demandes sur le marché, européen et austra est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire avancer mes diapositives? Chez HPW, nous, fournissons, des, fruits secs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, en Australie et en Asie, du, Sud-Est. Nous savons que les décisions des détaillants, vont déterminer l'accès au marché, les prix et les standards de, production. Et donc, nous voulons également regarder ce qui se passe, on va dire, en arrière-scène. Voilà. Euh, et donc, ceci dit, considérons maintenant comment nous sommes organisés aujourd'hui. Alors, les supermarchés sont, comment dire, un, un joueur très important dans ce sens qu'ils façonnent le marché actuel, hein. Les décisions des distributeurs déterminent, on va dire, l'accès au marché, les prix et les normes des produits. Euh, et donc, si on prend par exemple des fruits séchés, l'ananas ou la mangue, la- la- l'apparence est très importante. Et si le produit disparaît, si on ne le voit pas bien, eh bien, dans ces cas-là, bah, euh, le, le- le producteur ne pourra pas vendre, on va dire. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Les détaillants décident finalement quels produits les acheteurs vont voir. Et l'espace en rayon influence fortement la demande des consommateurs. Voilà. Donc, le, comment dire, le distributeur a un impact à la fois sur le producteur et sur le consommateur. Diapo suivante. Alors, chez HPW, nous travaillons donc avec les distributeurs. Nous traitons plus de 45 000 tonnes de fruits frais et nous exportons plus de 4 500 tonnes de snacks séchés. Nos produits sont tous certifiés donc aux différentes normes de sécurité alimentaire, donc le BRCGS et IFS. Donc traçabilité également possible sur nos produits, hein, une traçabilité complète hein, de la ferme à l'étagère, disons comme ça. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Nous travaillons également à la qualité de nos produits en travaillant sur une planification rigoureuse, hein, s'assurer, on va dire, de la chaîne du froid, de manière de la chaîne du froid, et pour éviter zéro rupture de stock également. Voilà. Nous travaillons donc bien sûr sur la sécurité et la santé. Diapo suivante. Alors, pour toute grande surface, euh, le fournisseur africain fiable a une valeur ajoutée. Plus de 2000 emplois permanents et plus de 3000 emplois saisonniers sont créés. Voilà une opportunité. Nous euh, soutenons des milliers de familles d'agriculteurs et nous permettons aux femmes et aux jeunes de devenir autonomes. De plus, nous avons ouvert une école Montessori et une crèche sécurisée pour les allaitantes. Euh, Cette école Montessori permet justement de former les enfants des producteurs. Nous avons également la possibilité de proposer des collations saines
hein, pour tous les consommateurs. Voilà. Euh, Ces produits sont destinés au Ghana et pas exportés. Donc voilà. Euh, la raison pour laquelle on choisit HPW, c'est pas parce que on choisit les bons produits, c'est parce qu'on choisit le futur. Diapo suivante. Alors, le coût du respect des normes de vente chez les distributeurs est important et doit être pris en compte. En effet, il y a des exigences accrues et ceci nécessite des investissements accrus. Il faut prendre en compte les audits continus, pardon, de mise à niveau, la prise en compte de la conformité, euh, la formation des travailleurs et le renforcement des capacités est très important. La logistique, la chaîne de froid, les risques liés au transport sont à prendre en compte également, et l'amélioration en matière de durabilité. Diapo suivante. Alors, pour que les supermarchés puissent avoir un approvisionnement durable, euh, il faut des investissements. Et nous sommes, comment dire, nous croyons dans les partenariats de longue durée avec la distribution. Nous souhaitons une tarification transparente et équitable, des normes plus simples et harmonisées, et des investissements communs en matière de durabilité pour le bien de tous. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Et ceci met un terme donc à la session avec les experts. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Alors, Céline, notre collègue de l'OCDE a dû partir. Je sais qu'il y a des questions pour elle. Je crois qu'elle a répondu à un certain nombre des questions déjà et elle a également partagé son email. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle a également mis un lien disponible. Voilà. Donc vous n'hésitez pas euh, si vous avez des questions pour elle. Alors avec ceci, nous passons donc à Sarah de Freshfell. Nous avons une question pour vous, Sarah. La question est comment Freshfell euh, prend, on va dire, imagine la place que peut réserver le marché carbone, hein, pour le secteur des fruits et légumes. Et est-ce que ce marché carbone peut servir de facteur d'attraction pour plus de bonnes pratiques durables? Alors, j'imagine que vous faites référence dans cette question à l'approche de l'UE sur le carbone. Alors, c'est vrai que pour l'instant, l'impact n'est pas direct. Il n'y a que certains secteurs qui sont concernés, hein, par ces taxes carbone. Mais je dirais de manière générale, les fruits et légumes peuvent bénéficier de, comment dire, de leur image comme étant des faibles producteurs, des faibles émetteurs, pardon. Euh, Si on prend par exemple aussi, comment dire, la création des calculations, des méthodes de calculation de l'empreinte carbone, alors nous y travaillons pour montrer que les fruits et légumes comparés à d'autres produits, la viande par exemple, ou les produits laitiers, eh bien, les fruits et légumes sont bien placés. Voilà. Et c'est en effet un argument commercial très important. Donc, concernant donc les prix carbone, c'est vrai que c'est plus difficile d'établir le lien, mais il y a certainement un argument en faveur des fruits et légumes. Et si on prend l'étiquetage auquel faisait référence Céline, donc les Nutri-Score par exemple en Europe, hein, celui que la plupart des Européens connaissent, les fruits et légumes sont toujours en A, A+, même. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un argument commercial important. Super, merci beaucoup Sarah pour ceci. Alors, nous avons une question pour Linette.
Je crois que vous en avez parlé un petit peu, mais euh, faites-vous face à des problèmes quand vous exportez à l'Europe? Et quels sont les défis auxquels vous faites face? Et pouvez-vous peut-être parler un petit peu des, comment dire, des retours de vos clients par rapport à cet aspect? Je dirais que le défi principal auquel nous faisons face, c'est le fret aérien. Le fret aérien est très, très coûteux. Un kilo de légumes peut coûter 2,4 $, parfois 3, parfois même pour les fleurs, pour un kilo de fleurs. Donc si on compare avec d'autres, comment dire, d'autres coûts, c'est vraiment très élevé. Et donc du coup, bon, bah, ça nécessite en effet de baisser les prix pour pouvoir prendre en compte le fret aérien. Bon, donc on a ce souci, et c'est vrai que maintenant on a notre propre entreprise de logistique, et donc euh, on va dire, c'est pas une activité rentable, hein, mais ça nous permet, comment dire, ça nous permet d'avoir des bons tarifs, hein, des compagnies aériennes. Donc oui, le fret aérien est très cher, je dirais, en résumé. Ça, c'est un des gros, gros défis. Et je dirais que chez nous, ici, souvent, on a des sécheresses. Et donc, il faut équiper nos sites de production, de stockage. Et donc, nous travaillons à avoir des produits qui peuvent se développer facilement dans les serres notamment pour essayer de réduire le coût de l'eau parce que c'est vrai que l'énergie et l'utilisation énergétique peut être assez coûteuse. Voilà. Euh, les systèmes d'audit, les systèmes de traçabilité sont également assez coûteux, surtout si on veut être conforme, hein, à toutes ces demandes. Il faut former les équipes régulièrement, faire valider ces formations par les autorités. Euh, si on prend aussi l'étiquetage et les codes barres sur nos colis, les coûts de production sont assez élevés, mais nous essayons de travailler là-dessus. Maintenant, nous ne voulons pas que cela se fasse au coût de la qualité. Voilà. Et donc, bon, c'est en effet toujours, comment dire, un travail assez compliqué de réussir à ménager tout le monde. Mais voilà, je dirais que ça, ce sont les défis les plus importants. Je pourrais parler aussi de la certification. La certification peut être assez compliquée, mais une fois qu'on a réussi à être certifié, c'est fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et je dirais que c'est un petit côté positif dans la complication, hein, de la certification. C'est-à-dire que c'est dur à faire, mais une fois qu'on l'a, on l'a. Voilà. Pour un certain temps, bien sûr. Mais après, sur le coût, écoutez, je dirais que les clients comprennent qu'il y a un coût de production qui est élevé et ils veulent également nous soutenir. Donc bon, ils comprennent, ils comprennent. Donc je dirais que en ce qui nous concerne, nous assurons de produire la qualité et eux produisent comment dire, l'activité pour nous. Ok, super, merci beaucoup, Ninette. Nous avons d'autres questions pour vous, mais il va falloir que je passe à Eugenia et puis on reviendra à vous après. Merci beaucoup, Lynette. Alors, Eugenia, question pour vous. Une question pour vous. Sur la base de votre, comment dire, expérience avec les distributeurs,
Et qu'est-ce qui pourrait faciliter les PME africaines et les producteurs africains d'intégrer les chaînes de valeur des distributeurs tout en restant compétitifs, hein, sur la base de votre expérience? Et quels programmes de soutien gouvernementaux ou autres pourraient faciliter et aider? Écoutez, merci pour cette question déjà. Je dirais que notre grand défi a été de nous mettre en conformité avec les standards assez contraignants, tout en maintenant nos marges. Donc voilà, donc réduire le coût des systèmes qualité, ça c'est toujours très important. La traçabilité, par exemple, le stockage à froid, la logistique liée au stockage à froid. Et si on réussit à faire ça, l'autoroute est ouverte. Je dirais ça comme ça. Ok, super, bien. Alors dans ces cas-là, je reviens vers Linette avec une autre question pour vous. Ah non, pardon, pardon, pardon. Eugénia, c'est pour vous en fait. J'ai une autre question pour vous, Eugénia. Euh, Qu'entendez-vous par l'investissement commun pour booster la durabilité? Qu'entendez-vous par ça? Alors, le soutien des gouvernements, des agences gouvernementales permettent de d'avoir accès à plus de systèmes durables, disons. Par exemple, on utilise un certain nombre de déchets pour la génération de chaleur. On recycle l'eau. On utilise des barrages, par exemple. Et quand on arrive à utiliser tous ces modèles durables, eh bien, nous aurons fait un grand pas en avant en termes de progrès avec un impact positif sur beaucoup plus de monde. Ok, super. Merci beaucoup pour ça. Alors, maintenant, Linette, une question à nouveau pour vous. Comment gérez-vous les coûts élevés liés à la conformité, puisque vous exportez vers le marché européen? Linette? Oui, oui, je vous entends, pardon. Pardon. Donc je disais, une des questions, c'est comment gérez-vous les coûts élevés liés à la conformité pour accéder au marché européen? Ah, écoutez, honnêtement, je dirais, c'est pas facile, mais on fait ça de manière graduelle. Je pourrais pas dire que je suis comment dire, j'atteins la conformité demandée du jour au lendemain. Vous voyez, vous avez Global Gap par exemple. Global Gap est un des très importants. Bon, donc on travaille avec les certificats, les certifications les plus importantes. Donc on commence avec Global Gap notamment. Et puis maintenant, on est en train de travailler vers les autres, les CEDEX, la production bio aussi. Donc je dirais pas qu'on a toutes les certifications hein, à 100%, mais en tout cas, on y travaille et étape par étape, on y va petit à petit. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, d'avoir une conformité 100%. Voilà. Super. Merci. Niette, une dernière question pour vous concernant votre conditionnement et l'étiquetage. Certaines personnes sont très intéressées par votre approche. Je suis pas sûr de comprendre la question, mais peut-être que vous pouvez partager des photos, je crois, et peut-être vous pouvez nous dire comment vous contacter directement et voir ça directement avec vous, peut-être. Alors, donc concernant comment dire le conditionnement, chaque marque hein, a ses spécificités. Donc nous avons des entreprises qui produisent leurs boîtes ici au Kenya. Donc on paye un coût supplémentaire lié à la marque. Et puis eux font les codes couleurs, les codes barres et tout ça. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous parlons avec les clients. Les clients payent en partie, hein,
Et puis, surtout qu'il y a un certain nombre de coûts qui sont juste, on va dire, originels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait une fois, bon, bah voilà, on a les spécifications qui sont rentrées dans la bécane, je dirais comme ça, et ça permet donc d'avoir la chose faite, et puis les boîtes peuvent être produites après, voilà, pour chaque client séparément. Ok, super, merci pour ça. Alors, attendez, je vais vérifier avec Clarify si on est prêt pour la dernière partie, EF1. Ok, merci à tous. Je vais y aller en français. Donc, merci à nos très chers panélistes. Merci à José donc, pour cette session et ces échanges qui ont été très riches et plutôt concrets dans l'ensemble. Donc, la session d'aujourd'hui a bien montré vraiment à quel point les supermarchés, les grands détaillants ont un rôle vraiment central dans tout ce qui est dans le secteur des fruits et des légumes en influençant bien justement nos, enfin, en influençant, pardon, justement ce que nous produisons, la manière dont nous les commercialisons, pardon, et la façon dont donc, tout cela est reparti tout au long de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, nous avons pu voir donc, de la part de tous les échanges donc, comment est-ce que la concentration du commerce de détail, le monde privé impacte les fournisseurs. En même temps, comment est-ce qu'elles peuvent représenter ou comment est-ce que ces différentes structures peuvent vraiment représenter des défis en termes de conformité, de logistique, comme on l'a mentionné, certains de coûts liés à la certification, mais également nous permet d'encourager ou de viser plutôt l'innovation, l'amélioration donc continue et de pouvoir enfin, être une source de nouvelles opportunités commerciales. Et donc, ce que nous pouvons retenir fortement de cette session aujourd'hui ou de cette discussion que nous allons d'avoir, c'est que le partenariat est vraiment essentiel et Sarah l'a mentionné ou l'a rappelé justement dans sa présentation où elle a relevé donc le paysage de distribution. Comment est-ce que le paysage de la distribution évolue vraiment à grands pas et comment est-ce que les nouvelles réglementations, les nouvelles attentes des différents consommateurs et les engagements en fait permettent de renforcer la durabilité. Et en même temps, l'INEC et Eugénia sont revenus donc sur les différentes perspectives donc des producteurs, des exportateurs, donc montrant du coup les investissements, l'innovation qui est nécessaire donc pour répondre aux exigences donc des grands acheteurs et de rester vraiment compétitifs sur le marché. Donc, les différentes expériences que nous avons pu écouter, voilà, illustrent vraiment que à la fois les coûts et les bénéfices donc, de ces partenariats qui est vraiment essentiel, mais aussi l'importance donc de pouvoir garder des relations qui sont fondées sur la confiance et l'inclusion. Et aujourd'hui, ou voilà, dans les perspectives à venir, il s'agira donc euh, de pouvoir construire dans des chaînes de valeur beaucoup plus équitables, plus transparentes, et où on peut retrouver donc chaque acteur, chaque producteur, chaque détaillant avec les responsabilités partagées et aussi les informations sur les bénéfices. Et donc aujourd'hui, nous pouvons rappeler que cela passe justement par la simplification des normes, la promotion des contrats à long terme, l'investissement donc dans la formation, surtout les infrastructures logistiques, ainsi que l'utilisation du numérique pour renforcer la transparence et réduire toute inégalité. Donc, je tenais vraiment à remercier donc, nos panélistes. Je pense que ces derniers jours, voilà, euh, nous avons été vraiment nous avons été vraiment insistants à leur niveau et nous leur remercions pour leur temps parce que leurs agendas sont vraiment très chargés en cette fin d'année. Mais merci d'avoir dégagé donc de votre temps pour partager avec nous, avec tous les participants ici présents, ces informations très intéressantes. Et merci à tous les participants pour votre présence continue à nos différentes sessions. Et je tenais encore à renouveler notre reconnaissance voilà, à l'OCDE donc pour cette collaboration que nous entretenons depuis 2021 pardon, et qui est beaucoup fructueuse et apporte en tout cas un impact donc, sur le secteur des fruits et des légumes. Et voilà, dans l'ensemble, merci aussi à tous mes collègues donc, qui sont
en back-office. Donc, et à tous les interprètes donc, qui font vraiment un travail remarquable dans l'ombre et qui contribuent justement au succès donc, de ces sessions. Et donc, je pense que José l'a mentionné un peu plus en début. Donc, c'était la 11e session de la série OCDE sur les fruits et les légumes. Mais en même temps, c'est la dernière session de l'année pour cette série particulièrement. Et nous vous invitons vraiment à rester connectés sur nos différents canaux, notamment sur notre plateforme Agriinovators, où vous allez pouvoir retrouver vraiment tout l'ensemble donc, des ressources, que ce soit sur cette session ou sur la diversité des thématiques que nous avons pu aborder tout au long de cette année ou voilà, les années précédentes, et ainsi que sur nos newsletters, donc pour pouvoir rester informés donc, sur les différents projets qui sont en cours. Et nous aurons vraiment le plaisir de pouvoir vous retrouver donc l'année prochaine, en début d'année prochaine, pour une nouvelle série de sessions tout aussi enrichissantes, tout aussi collaboratives afin de pouvoir continuer à construire ensemble des solutions durables pour ce secteur. Donc, je pense que, José, je vais m'arrêter là et je te rends la parole pour que cela cesse. Merci à tous. Merci beaucoup, Ima. Nous organisons effectivement ces séances dans l'espoir qu'elles vous soient utiles et aussi dans l'objectif de trouver des solutions aux défis que nous rencontrons. Comme, Ima, je remercie, tous les conférenciers, aussi tous les participants qui ont choisi, d'écouter ce webinaire. Je remercie Céline, je remercie Sarah, Linette, Eugenia qui étaient là, aujourd'hui. Je remercie, bien évidemment, Jérémy, Nina également. Je les remercie pour la qualité d'organisation. Je remercie les interprètes. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile, ni pour eux, ni pour, nous, mais ce sont des interprètes, nos 2 interprètes qui ont traduit, vers le français et vers l'anglais, ce matin. Sur le chat, vous pouvez récupérer les vous pourrez récupérer les présentations, très bientôt. Elles ne sont pas encore disponibles. Mais je vous encourage bien sûr à participer à nos webinaires qui seront organisés, à partir de l'année prochaine, de continuer de vous tenir au courant sur nos différents, canaux. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que nous allons pouvoir y mettre un terme. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir messieurs, dames. Merci. Au revoir.